Michel Beigbeder-Matibé vous raconte l'histoire de ces hommes, de ces femmes, découvreurs, inventeurs, innovateurs, capitaines d'industrie qui, au cours des siècles, ont éclairé les chemins de l'humanité. Le 19 juillet 1870, l'Empire français déclare la guerre à la Prusse car Napoléon III redoute qu'un prince allemand soit installé sur le trône d'Espagne alors que l'unification allemande est en cours, ce qui constituerait une menace pour la sécurité des frontières. Une situation rappelant l'époque de Charles Quint, un fâcheux souvenir dans l'histoire de France. Mais 2 mois plus tard, c'est le désastre militaire de Sedan. Napoléon III est fait prisonnier et abdique. La République est proclamée, puis survient l'épisode de la Commune de Paris. Bref, un cauchemar pour la nation qui s'estimait invulnérable et que le souvenir des provinces perdues incitera à la revanche quelques décennies plus tard. À Dijon, un jeune lycéen de 16 ans assiste à l'arrivée des troupes prussiennes qui occupent la ville où son père, ingénieur des ponts et chaussées, a été muté 2 années auparavant. De quoi traumatiser l'adolescent et susciter sa réflexion sur l'orientation professionnelle à envisager. Hubert Lyautey est né à Nancy le 17 novembre 1854, d'un père de souche franc-comtoise et d'une mère dont la famille, issue de la noblesse normande, s'est enracinée en Lorraine. Chez les Lyautey, de nombreux officiers se sont illustrés lors des campagnes du Premier Empire. Son père, polytechnicien, fait exception à la tradition militaire en ayant intégré les ponts et chaussées avec les inévitables déménagements au fil des mutations. À l'âge de 18 mois, le bambin échappe à la surveillance familiale lors d'un défilé militaire place Stanislas en bas de l'immeuble et tombe d'un balcon situé au premier étage. La chute est atténuée par un store et l'enfant semble indemne. Toutefois, 1 an plus tard, de violentes douleurs lombaires le font souffrir. Le pronostic vital est engagé et une opération chirurgicale est effectuée. La longue convalescence contraint au port d'un corset orthopédique en acier et à la marche avec une béquille. L'école est assurée à la maison par une institutrice jusqu'à l'entrée en 6e. Ainsi, une enfance solitaire avec beaucoup de lecture pour compenser l'inaction requise. L'enfant gagne en maturité intellectuelle, mais fait preuve d'un esprit d'indépendance exacerbé. Une autre conséquence de cette épreuve est l'affirmation d'une volonté de dépasser les limites que son corps lui impose. Cela se traduit par exemple par la pratique d'exercices physiques à forte implication comme l'équitation. Ainsi deviendra-t-il un cavalier émérite et infatigable. En 1864, le jeune Hubert est scolarisé au lycée impérial de Nancy. 4 ans plus tard, la famille, agrandie par la naissance d'un frère Raoul, puis d'une sœur Blanche, déménage à Dijon. La scolarité se poursuit au lycée de la ville et se conclut par la réussite du baccalauréat en 1872. Mais l'adolescent, qui reste marqué par la défaite de 1870, affiche des sentiments patriotiques. Ainsi devient-il rédacteur en chef d'un journal intitulé « Le Courrier de l'armée », auquel contribuent les élèves du lycée. Après le bac, nouvelle mutation qui conduit la famille à Versailles. Hubert intègre l'établissement de Sainte-Geneviève, connu sous le nom de Ginette, et tenu par les jésuites, pour la préparation des grandes écoles. De fait, il est hésitant quant à l'orientation à choisir. La tradition familiale pousse à préparer l'entrée à l'école polytechnique. Mais il se présente finalement au concours d'entrée de l'école militaire de Saint-Cyr. Élève officier dans la promotion de l'archiduc Albert, il est admis à sa sortie 2 ans plus tard à l'école de l'état-major où se retrouvent les meilleurs Saint-Cyriens. Il semble que sa vocation ne soit pas encore affirmée, car, peu motivé par le cursus administratif de cette filière, il songe même à démissionner, ce qui provoque le courroux paternel et son retour à la raison. Une jeunesse tourmentée par les conséquences de l'accident, une sensibilité à fleur de peau,
une réflexion entamée sur la perspective d'une vocation religieuse, la fréquentation et la lecture d'auteurs adeptes du catholicisme social ont suscité ces interrogations. En 1880, le lieutenant Hubert Lyautey est affecté dans un régiment de hussards envoyé quelques mois plus tard à Orléansville en Algérie. Une mission de 2 ans dans cette colonie où il avait déjà séjourné pendant sa scolarité à Saint-Cyr. Chef d'état-major du général commandant la subdivision d'Alger, il doit même tenir pendant quelques mois un poste perdu dans les montagnes de l'Atlas. Affecté ensuite dans les Vosges, le capitaine Lyautey se rend compte qu'il est tombé amoureux de l'Afrique et qu'il s'ennuie dans une vie de garnison. Alors qu'il est envoyé à Rome pour une période de quelques semaines afin d'observer la réorganisation de la cavalerie italienne, ce qui lui donnera l'opportunité de fréquenter la bonne société romaine, il est reçu en audience par le pape Léon XIII. En novembre 88, Lyautey est nommé à la tête d'un escadron à Saint-Germain-en-Laye. Cette affectation est appréciée étant donné la proximité de Paris. Lors de ce commandement de 6 années, il est remarqué pour l'attention portée aux facteurs humains. Son escadron devient ainsi un modèle pour l'armée française. D'autre part, il fréquente les salons littéraires parisiens où il est apprécié pour son charme et l'étendue de sa culture. Il rencontre écrivains et poètes et publie une étude sur le rôle social de l'officier. Le pédagogue, rompu à l'art des formules de synthèse, formé à la rhétorique par les contacts avec quelques maîtres à penser de l'époque, cherche à rénover les fondements de l'institution militaire. Ainsi, l'armée, école de vertu et modèle de discipline, doit compléter l'école républicaine dans l'éducation de la nation. Il préconise le service militaire comme unique moyen de former la jeunesse sur une base égalitaire. Au printemps 1893, il est nommé chef d'escadron, c'est-à-dire commandant. Et en août 1994, après l'éprouvant décès de son père, il part pour l'Indochine, où il devient chef d'état-major du général Duchemin, commandant en chef. Il rencontre Gallieni, alors colonel et de 5 ans plus âgé. Ce fils d'un immigré italien s'épanouit dans l'action coloniale. Bien que très différents par leur origine et leur parcours, les 2 hommes s'apprécient et Lyautey rejoint pour une période de 6 mois son aîné en charge de la pacification du Tonkin. Fort de son expérience de 20 ans dans les colonies, Gallieni est partisan de la conquête civilisatrice avec la construction des routes et des télégraphes, l'organisation des marchés selon la formule « gouverner avec le mandarin et non contre le mandarin ». Pour Lyautey, c'est l'apprentissage du terrain, la vie dans la brousse, l'inconfort des bivouacs. L'officier d'état-major découvre les contraintes comme la nécessité et la gratification de l'action. La pacification accompagne la conquête. Il veut ainsi rendre la région hostile aux pirates chinois qui sévissent dans la contrée. Il s'est forgé un style, une méthode, une vision des enjeux géopolitiques de la colonisation. C'est ce qui ressortira de sa publication des Lettres du Tonkin. En mars 1897, Lyautey débarque à Tamatave. Il a été appelé par Gallieni, alors gouverneur général de Madagascar, qui le charge de pacifier le nord de l'île après l'abdication imposée à la reine Ramavalona. Après avoir réduit l'insurrection et réinstallé les paysans sur leurs terres, c'est l'organisation de la province, la création de routes, de cités et d'hôpitaux. Lieutenant-colonel, il reçoit une sagaie d'honneur d'un chef rebelle dont il a épargné la vie. Une période de 5 ans avec les retours en permission dans la France en proie au scandale de l'affaire Dreyfus. Il a ainsi l'occasion de donner une conférence sur la politique coloniale dont le texte est publié dans la revue des Deux Mondes. Il rentre en France fin 1902 à la suite de sa nomination dans un régiment de hussards. Il a été promu colonel le 6 février 1900.
Comme il le redoutait, il s'ennuie dans cette nouvelle fonction. Ses rêves sont désormais tournés vers l'Orient ou l'Afrique, et il ne parvient pas à assouvir sa soif d'action dans cette monotonie ambiante. Il en profite cependant en publiant une brochure intitulée « Dans le sud de Madagascar », où il livre son analyse de la situation politique et économique. Heureuse surprise toutefois, il est convoqué à Paris et il apprend qu'il est désigné pour prendre le commandement des troupes dans la région d'Oran pour établir l'ordre à la frontière algéro-marocaine. Et il reçoit ses étoiles de général de brigade dès le mois d'octobre. Ce retour dans un pays du Sud, lumineux et ensoleillé, est source d'une joie profonde. Et il peut mener une politique de pacification dans cette région infestée de bandes armées dissidentes. Il fait la connaissance des traditions berbères et noue des relations de confiance avec les chefs locaux. L'ambitieux général, qui s'est mis à rêver d'un destin proconsulaire, opère une pénétration discrète du Maroc au prétexte d'accords franco-marocains. Sur la situation au Maroc, la classe politique française est divisée. Par ses interventions à la Chambre des députés, par ses écrits, par les contacts entretenus avec les principaux responsables, Lyautey parvient à convaincre du bien fondé de l'idée coloniale, notamment auprès de Clémenceau qui dirige le gouvernement. Il le persuade ainsi d'instituer un haut-commissaire de cette région algéro-marocaine et il obtient, sans surprise, d'être nommé à ce poste. Le 14 octobre 1909, Hubert Lyautey, âgé de 55 ans, épouse à Paris Ignès de Bourgoin, devenant sa cadette, fille d'un grand écuyer de Napoléon III, filleule de l'impératrice Eugénie et veuve depuis 9 ans d'un colonel, lui-même fils d'un ministre de l'empereur. Ils se sont rencontrés à Casablanca où cet aristocrate dirige une équipe d'infirmières pour le secours aux soldats blessés. Ce mariage, qui a également pour effet de dissiper les rumeurs relatives à la sexualité du général, ouvre en outre des perspectives professionnelles et sociales que le célibat ne permettait pas. La complémentarité du couple va s'exercer tant lors des promenades à cheval dans les collines de l'Oranais que dans les salons parisiens, où la générale Lyautey sera manœuvrée avec talent, notamment en faveur de la candidature académique de son époux, d'autant qu'elle est dotée d'une confortable aisance financière. Après une courte mission de commandement à Rennes en 1910, Lyautey est nommé commissaire général au Maroc le 28 avril 1912. Il va ainsi exercer ses talents de bâtisseur, négociateur et administrateur. Il établit les bases d'un Maroc moderne, tout en entretenant de bonnes relations avec le sultan, également commandeur des croyants. Cette situation est conforme au protectorat entre la France et le Maroc, en contrepartie de l'aide que pourra apporter la France en cas de menace intérieure ou extérieure. Quand il prend ses fonctions de résident général, la situation est tendue. Ainsi, la ville de Fès est encerclée par 20 000 guerriers des tribus rebelles qui parviennent à investir la Médina alors qu'ils ne disposent que de 4 000 hommes. Il résiste en s'appuyant sur les élites locales, il instaure un dialogue avec la population. À la brutale répression traditionnelle, il oppose la souplesse de la diplomatie, d'autant que Paris est hostile à une solution militaire. Il faut montrer sa force et éviter de s'en servir. La méthode de la tache d'huile plutôt que celle du sable, en nouant de discrets contacts avec les grands féodaux du Sud. Il gagne l'appellation de sultan bleu. Lyautey est sensible à la société chérifienne dont il vante la culture, certes guerrière, mais également laborieuse et active, qu'il veut conduire à entreprendre les réformes nécessaires pour restaurer un royaume souverain. Selon son habitude, il revendique l'autonomie de commandement, ce qui n'est pas sans conséquence dans ses rapports avec ses interlocuteurs parisiens du Quai d'Orsay. Mais l'homme qui ne transige pas sur le fond sait être souple dans la forme. Durant son mandat, le réseau routier s'étend chaque année. Des ponts et des voies ferrées sont construits, des barrages s'édifient,
l'électrification se développe, un service de santé est mis en place. Le protectorat doit amener les Marocains à prendre en charge la conduite du pays. Le 3 octobre 1912, Lyautey est élu à l'Académie française où, compte tenu des événements, il ne sera effectivement reçu qu'en juillet 1920. C'est en janvier 1913 qu'il est fait Grand Croix de la Légion d'honneur. Lors de la déclaration de guerre, il est maintenu dans son poste alors qu'il aurait préféré recevoir un commandement sur le front. En décembre 1916, il devient ministre de la guerre dans le gouvernement dirigé par Aristide Briand. Mais il n'exerce cette fonction que pendant 3 mois. Il aura pu mesurer sa faible disposition pour les jeux parlementaires et politiques, la lâcheté de certains responsables qui aura entraîné tant de morts inutiles, ainsi que la bassesse des rumeurs répandues sur son compte. Bref, cette courte séquence est un échec et sa démission est suivie quelques jours plus tard par le remplacement de Briand. Il retrouve immédiatement son poste marocain qu'il va occuper jusqu'en 1925. Il contribue à la victoire de 1918 par l'envoi de troupes bien entraînées et par un soutien logistique efficace. C'est à ce titre qu'il est élevé à la dignité de maréchal après la guerre. De retour au Maroc, il redevient le bâtisseur et le pacificateur du pays. L'économie est stimulée par la découverte en 1917 d'une mine de phosphate à Kourigba, à 120 km au sud de Casablanca, et ceci à l'occasion de travaux sur la voie ferrée. Ce gisement est exceptionnel par la qualité du minerai à extraire. Et Lyautey, plutôt que d'en confier l'extraction et l'exploitation à des intérêts privés, crée l'Office chérifien des phosphates en 1920 et décide d'adapter le port de Casablanca à l'exportation du minerai. La modernisation se poursuit avec la création de liaisons aériennes et d'un service postal par avion. En France, certains milieux politiques n'apprécient pas cette orientation du protectorat visant à amener progressivement les Marocains à la conduite du pays, au contraire des usages de la colonisation. Les ennemis de Lyautey ne manquent pas de souhaiter son départ. L'arrivée de Pétain, comme commandant-chef de la guerre du Rif, qui vient d'éclater, détermine sa décision de démissionner, d'autant que sa santé n'est guère brillante. Épuisé par les nuits sans sommeil, ce forçat du travail doit subir des opérations du système biliaire. Après une tournée d'adieu, une ultime entrevue avec le sultan et un passage à Paris où ses amis lui confirment sa disgrâce, il rédige sa lettre de démission le 24 septembre 25. À son retour en France, il s'établit à Torray, à proximité de Nancy, où il a fait construire un château quelques années auparavant. Pour celui qui n'a pas ménagé sa peine, ce retrait de la vie active est difficile. En dehors de passage à Paris, il organise des réunions de jeunes Marocains et de scouts. Il devient également le commissaire général de l'exposition coloniale internationale qui se tient en 1931. Il poursuit la publication de ses écrits, notamment à destination de la jeunesse. Sa destinée rappelle celle du général romain Cincinnatus, qui avait choisi le travail de la terre après avoir connu la gloire des armes. Il décède à Torray le 27 janvier 1934, à près de 80 ans, quelques jours après avoir reçu le sultan du Maroc. Selon sa volonté, il est inhumé à Rabat après que les honneurs militaires lui ont été rendus à Nancy lors de ses funérailles nationales. Sa dépouille est transférée aux Invalides sur décision du général de Gaulle en 1961. Homme de tradition, tourné vers l'avenir, humaniste et visionnaire, Hubert Lyautey représente la colonisation pacifique qu'a constituée sa construction du protectorat marocain. Car, disait-il, je rêverais qu'il apparût comme un des plus solides bastions de l'ordre contre les marées montantes de l'anarchie, en ajoutant que la pacification fut la guerre de sa vie. Un personnage singulier, monarchiste impénitent, officier hétérodoxe, au temps d'une Troisième République alors fragile.
Radio CHU, c'est ta radio.